Ça y est, l'heure est venue, la vidéo la plus satisfaisante à faire dans l'année. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo flop film de l'année 2023. Comme les années précédentes, je vais vous dévoiler mon classement entier des films de l'année pour éviter que vous me demandiez si j'ai vu tel ou tel film et savoir s'il est à telle ou telle place. Et sachant que j'ai vu au total 128 films sortis et vus en 2023, nous allons parler aujourd'hui des 64 pires films que j'ai vus dans l'année qui s'est écoulée et qui seront répartis en 3 catégories. La catégorie OSEF pour les films du flop 64 au flop 30 inclus, les films qui ne sont pas assez bons pour être dans le flop mais qui présentent quelques points positifs. La catégorie mention déshonorable pour les films du flop 29 au flop 11 inclus, les films qui sont mauvais mais dans lesquels un petit quelque chose fait que je l'apprécie un peu. Enfin, la catégorie flop 10 pour les 10 pires films de l'année. Une dernière chose qui semble évidente, ce classement est purement subjectif, donc ce n'est pas grave si ça ne reflète pas votre avis, chacun ses goûts, et d'ailleurs, vous pouvez m'indiquer votre flop 10 dans les commentaires pour qu'on puisse comparer, et pour qu'on se dise « Oh, je vais faire l'impasse sur ce film-là, merde ». Je vous invite aussi à voir la vidéo des top films 2023 pour connaître les films que je n'ai pas mis dans le classement, dont de gros films que je n'ai pas pu voir cette année. Et nous, on va pouvoir attaquer la vidéo, hein? Allez, c'est parti, let's go! Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Commençons avec le listing des films OSEF, ceux qui nous intéressent le moins, et c'est pourquoi je ne donnerai aucun avis là-dessus. Mais si vous voulez toujours un avis, vous pouvez aussi retrouver mes notes sur Sens Critique et Letterboxd. Let's go! Flop 64, Tyler Rake 2, Farang, Gracie Bear, Mon Crime, Le Challenge, The Marvels, Thanksgiving, la semaine de l'horreur, 6 sous de l'or et du sang, Aka, à la belle étoile, Terrifier 2, Le Monde après nous, Aftersun, Wishacha et la bonne étoile, Les Vengeances de Maître Potiphar, La Nonne 2, La Malédiction de Sainte Lucie, Ruby Lado Kraken, La Petite, Transformers Rise of the Beast, Tirailleurs, Second Tour, It Lives Inside, Bonne Conduite, Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, En eau très trouble, Aquaman et le Royaume perdu, The Pale Blue Eye, Napoléon, La Tour, Hypnotique, Agent Stone, Le Croque-Mitaine, Bottoms, La Petite Sirène et Flop 30, Jeanne du Barry. Les notes de ces films vont de 4 à 6 sur 10, donc ça peut aller, hein, voilà, juste un petit aparté, oui, Aftersun est dans le flop. Et oui, The Marvels est un meilleur film que Aftersun. Alors, j'ai découvert ce film à sa 3e semaine d'exploitation, et vu qu'il avait tourné en festival, j'ai eu le temps de voir Twitter s'affoler sur ce film en disant que c'était un chef-d'œuvre. Mon dieu, la révélation Paul Mescal. Et du coup, je suis arrivé dans la salle bien saucé, et avec vraiment la ferme intention d'aimer ce film, et malheureusement, pétard mouillé. Voilà, gros pétard mouillé. Je suis totalement passé à côté. J'ai pas du tout aimé, je ressens absolument rien pour ces personnages malgré sa triste histoire. Pas normal, tu vois, hein, mais je dois certainement avoir très peu de daddy issues comparé à vous. Enfin voilà, j'ai pas aimé Aftersun, je suis désolé. Mais maintenant passons direction les mentions honorables, avec en une ou deux phrases une explication de pourquoi ils sont à telle ou telle place, qu'est-ce qu'ils font d'eux de mauvais films, mais avec des points positifs qui leur permettent de frôler le flop 10. Flop 29, Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Je comprends pas moi, les blagues de Jeff et Jean-Marc me faisaient rire dans leur spectacle et leur show avec Patrick Sébastien, alors je comprenais pas pourquoi je trouvais le film pas drôle. Et puis j'ai fini par comprendre. Le scénariste, c'est le même que Ala 2 et les nouvelles aventures de Cendrillon. Je crois que là, j'ai trouvé le problème. Flop 28, Bird Box Barcelona. Les 10 premières minutes offrent un twist que je soupçonnais pas et qui annonçait une histoire ultra prenante pour la suite. Bah pas vraiment. Et en plus, je me suis rematé le premier pour l'occasion. Revoyez-le, c'est pas si ouf que ça non plus, hein. Bird Box, c'est pas génial. Flop 27, une année difficile. Alors, vous aviez la possibilité de faire un film sur des militants écologistes dans une période de climat social absolument lunaire, au cœur d'une crise climatique alarmante, et tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est de ridiculiser les militants activistes qui sont vos personnages principaux et pour faire vivre Jonathan Cohen et Pio Marmaille au milieu, voilà. C'est bien triste, c'est bien triste. Flop 26, La Patte Patrouille 2, La Super Patrouille. J'ai rattrapé le premier film qui était une dinguerie, je déconne même pas, j'ai adoré le premier film, c'était vraiment fou, il y a des plans malade mental en termes d'animation et malheureusement ils ont voulu surfer sur la mode des super-héros. Ils ont écrit une évolution pour Stella pratiquement identique à celle de Chase dans le premier et malheureusement il n'y a plus d'inventivité visuelle dans la mise en scène, donc c'est bien dommage. Flop 25, Acide. Ok, la scène du pont et de la rivière est incroyable, mais de 1, le court-métrage est vraiment beaucoup mieux, et de 2, pourquoi la fille est complètement stupide et tellement énervante.
Je veux pas de gosse, putain. Flop 24, The Flash. C'est dégueulasse, hein. La preuve d'une production totalement catastrophique, mais j'ai été investi dans l'histoire, voilà. Le contexte de visionnage a aidé un peu. J'étais quand même à l'avant-première au Grand Rex, en présence de Michael Keaton, et j'étais en cosplay. D'ailleurs, merci le Grand Rex pour cette photo. Vous pouvez distinguer mon manque de confiance en moi et le peu d'ego face à 1200 personnes qui m'applaudissent. Vraiment, j'adore, je reçois les éloges de tout le monde. Flop 23, Insidious 5 The Red Door. C'est pas réalisé par James Wan, même si Patrick Wilson s'en sort. Bah c'est clairement pas ouf du tout, il y a un sérieux manque de mise en scène pour installer une ambiance, j'étais totalement passif devant. Flop 22, Five Nights at Freddy's. C'est bon, l'euphorie du moment est passée. Est-ce qu'on pourrait vraiment se mettre d'accord pour dire que c'était de la merde? On a eu 2 heures sur les rêves et les traumas de Mike avec de gentils animatroniques, et on met un petit I Always Come Back de William Afton, et c'est bon, les fans sont ravis. Non! Putain, s'ils avaient vraiment voulu faire plaisir aux fans, eh bien ils auraient joué avec les caméras de surveillance, comme tout le principe du jeu que le film adapte en fait, hein. J'ai pas envie qu'on mette du fan service pour simplement mettre du fan service. Par exemple en ramenant Vanessa, quoi, sérieux. Flop 21, Rebel Moon partie 1, l'enfant du feu. Ah bah en fait le cinéma de Zack Snyder c'est vraiment pas génial, hein. Si c'est pas du super héros, ou si c'est pas des mecs torse nu hyper baraques. Flop 20, Dogman, Luc Besson, le harceleur, l'agresseur, le violeur. Et les dogos sont mignons, mais j'ai une question. Pourquoi cette séquence de playback d'Edith Piaf? Pourquoi? Flop 19, La Chambre des Merveilles. Ça aurait pu être un film tire-larme qui nous fait voyager dans les rêves d'un gosse par les yeux de sa mère, et bah c'est juste plus qu'oubliable, hein. Je veux dire que c'est rien qu'un enchaînement de notes sur une checklist, mais on n'en fait rien. Flop 18, Les Trolls 3. J'ai découvert la trilogie des trolls pour ce film. Oh, quelle horreur. Le 2 est bien, le 1 est très moyen, et le 3 est existant. Flop 17, L'exorciste du Vatican. Je veux plus de Russell Crowe en Vespa, mais moins de poncifs du cinéma de possession horrifique s'il vous plaît. J'aime bien le climax par contre, même si ça se passe dans une crypte, tout ce qu'il y a de plus banal. Flop 16, Scream 6. C'était déjà à peu près le cas avec le 5ème, mais avec le 6ème, j'ai définitivement l'impression de regarder un film stab. On en est au 6ème, et là ils ont clairement plus rien à raconter. J'imagine que dans le prochain, on ramènera le 4ème cousin par alliance du demi-oncle de Sydney, hein, et soutien à Melissa Barrera, voilà, hein, qui a soutenu la Palestine. Nick Spyglass, voilà, hein, bah, je vous en prie, allez-y, prenez, je sais pas moi, Noah Schnapp, hein, pour remplacer Melissa Barrera, lui au moins soutient l'Israël, hein. Putain. Flop 15, Shazam 2, La Rage des Dieux. Il y a un placement de produit qui surpasse le niveau de World War Z avec Brad Pitt qui boit un Pepsi. Ici, on a un ralenti sur des Skittles qui sont bouffés par un croisement entre une licorne et un sombral. Le climax c'est pas le mal, mais sinon c'est de la merde. Et c'est à lui qu'on va confier la réal du film Until Dawn. D'accord, alors il a fait Lights Out, mais faire un bon film au milieu de films très nuls, c'est pas rassurant non plus, hein. Flop 14, Peter Pan et Wendy. J'ai vu toutes les adaptations cinématographiques de Peter Pan pour me préparer à ce visionnage. Que fut pas ma surprise de voir que c'était le plus mauvais de la liste, hein. D'ailleurs, le meilleur film Peter Pan, c'est celui de 2003. Oui, c'est vraiment trop bien. Et attention, je vais lâcher un pavé dans la mare. J'aime pas trop Hook. Désolé. Vraiment désolé. Flop 13, L'Exorciste, Dévotion. Eh bien, heureusement que David Gordon Green ne revient pas à la réalisation des 2 prochains films de la trilogie prévue, parce qu'on commence avec un film des enfers, hein. Quelle honte. On est sur un niveau pas loin du remake de Massacre à la tronçonneuse sur Netflix. Et je l'avais déjà défoncé, lui, à l'époque, dans les flops films de 2021, je crois. Flop 12, Ant-Man et la guêpe Quantumania. C'est définitivement ma plus grosse déception de l'année. Je voulais un bon film pour introduire Kang le Conquérant. Oh mais quelle horreur d'y avoir cru à ce space opéra un peu plus sérieux. Non, putain, scénariste de merde qui croit avoir fait un bon truc. Putain, MODOK est une bouillie visuelle. Le scénario est débile as fuck. Kang il se fait ravager par des fourmis, putain. Et enfin, le flop 11 aux portes du flop 10 de l'année, Voleuse. Oui, je sais, ça sort de nulle part. Le film de Mélanie Laurent, qui est le pire film sorti sur Netflix que j'ai vu dans l'année. Et il y a certainement bien pire. J'ai pas tout vu de Netflix. Film qui essaye de copier à la fois Mission Impossible et Charlie's Angels, mais avec un trio platonique qui, à part quelques vannes, n'offre pas grand chose. Le début est très long, et ce n'est que le début. Il y a Philippe Catherine qui sauve les meubles, et par contre, Isabelle Adjani, c'est pas possible. C'est quoi cette caricature absurde? Ce jeu des enfers, non mais...
J'ai pas compris. En tout cas voilà, un film pas de patrouille meilleur qu'un film Scream, et un film sur Jeff Panaclock meilleur que le dernier Zack Snyder. Haha. Allez c'est parti, on rentre dans la partie de la vidéo la plus importante. Commençons avec le 10e pire film de l'année. En 10e position, BDE. On a bien rigolé, messieurs, mais maintenant décrochez-moi. Après le pire film Netflix qui était Voleuse, voici le pire film Amazon Prime Video de 2023 que j'ai vu. J'ai préféré ne pas regarder After chapitre 5 pour ma santé mentale. Alors BDE, c'est le nouveau film de Michael Youn qui revient comme réalisateur après Fatal, Vive la France et Divorce Club. On y suit 4 potes qui approchent de la quarantaine et qui continuent toujours leur week-end annuel de fête qu'ils ont démarré 20 ans auparavant pour le bureau des étudiants de leur école de commerce. Le problème c'est que cette année les boomers se retrouvent face à 150 jeunes en plein spring break et dans une station de ski. Et ça va être un séjour apocalyptique entre anciens et nouveaux étudiants. Bah qu'est-ce qui va pas là-dedans? Qu'est-ce qui va pas? Passons outre le cruel manque d'inspiration dans la mise en scène de gags comiques. J'ai déjà vu ces blagues et ces chutes dans d'autres comédies sous la neige, hein. Peut-être que Lucien Jean-Baptiste aurait dû prévenir le scénariste, parce que lui était aussi dans la première et seconde étoile, hein. Les gags en ski, en luge et en bulle gonflable qui dévalent la piste jusqu'à la station. Il connaît et nous connaissons. Passons outre les fêtes étudiantes en mode rave party de BDE surexagéré qui ne profitent de presque aucun décor marquant pour leurs bêtises. Ils sont cantonnés au chalet du quatuor principal, à un chapiteau de cirque et un petit hectare de neige dans la station. Passons outre le fait que Michael Youn nous mitraille à la gueule ô combien il est nostalgique de son époque du Morning Live en rameutant tous ses vieux potes appelés les Bioman avec des costumes de Power Rangers sous fond de musique des années 90 et 2000, hein, le lac du Connemara dans la voiture alors que les jeunes sont fonce-dés avec de la techno et du rap. Passons outre la caricature grotesque de la belle famille juive qui fête la Pessa en parallèle. C'est la Pâque juive. Voilà, on en apprend tous les jours avec les streams d'étoiles. Et passons outre le fait que ce soit juste un mauvais film qui n'arrive à rien faire de ses personnages. Et passons outre la caricature grotesque des gitans qui deviennent les méchants du film. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est seulement flop 10? Parce que j'étais dans le mood de regarder un pur nanar pour débrancher mon cerveau et j'ai regardé ça. J'ai trouvé ça sympathique sur le moment. Faut savoir prendre du recul, avoir un esprit critique. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Allez, on continue. En 9e position, Fast and Furious 10. Ma première séance ever en 4DX avec les sièges qui bougent et les petites odeurs autour. C'est certainement la seule chose qui m'a plu et qui était à retenir de ma séance, hein. Alors vous avez remarqué, quand je vais voir une suite de films au cinéma, j'aime bien me remater ou découvrir les saisons de séries ou les films précédents juste avant ma séance. Comme ça, j'ai bien en tête les développements des personnages, j'ai en tête le lore et d'un point de vue de critique cinématographique, les différents travaux de mise en scène au fil des films. Et pour l'occasion de Fast 10, j'ai tout rematé. Les 9 Fast and Furious. J'ai pas regardé Hobbs & Shaw. J'ai regardé les 9 Fast and Furious de la saga principale. Pas la suite parce que j'en pouvais plus à partir du 4ème. Et puis le 5ème arrive, toujours le meilleur de la saga à mes yeux avec le premier. Le 6ème qui a une bonne place aussi. Le 7 est moyen mais James Wan à la réal et I'll see you again Paul. Le 8 ça commençait à sentir le roussi. Le 9 il y avait un départ de feu et maintenant avec le 10 bah, toute la forêt a brûlé. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais le pire Fast and Furious depuis le début de la saga, hein, c'est quoi ce bordel? Même le 2 j'ai préféré quoi, même le 3, même le 4 que j'aime pas trop, mieux que le 10. C'est quoi ça? C'est quoi la seule chose à sauver dans ce film? C'est Dante, c'est Jason Momoa, il s'éclate à donf, ça lui va vraiment bien avec son look décontracté et son écriture de bad guy. Scène post-crédit aussi, bon je m'en fous, je vais spoiler, le retour de Luke Hobbs. Let's go, c'est trop bien tu vois, le reste c'est pas bien. Oh c'est pas bien. Vous êtes plein du cliffhanger de Across the Spider-Verse, mais finir le film sur la résurrection de Giselle, c'est pas du foutage de gueule ça peut-être? Elle est tombée d'une sacrée hauteur à la vitesse d'un avion au décollage, tout elle a survécu sans aucune égratignure. Oui vous allez me dire Owen Shaw, le frère de Jason Statham, il meurt pas non plus, mais il se tape la tronche de Harvey Dent quand même, hein. Alors que Gal Gadot, non. Oh, non ça va, tout son petit visage est bien maquillé, tranquille, elle fait son petit plan d'arrivée badass.
dégueulasse. C'est vraiment que comme ça qu'on l'a vu en 2023, hein. Rappelez-vous, je veux qu'on renomme désormais Gal Gadot Madame Caméo. Vous vous rendez compte que je parle plus des caméos que de l'histoire quand même, hein? Bah c'est la vengeance de Jason Momoa qui est le fils du méchant du 5e film. Dom roule sur un barrage, voilà, ma suspension d'incrédulité était déjà brisée en voyant des voitures dans l'espace dans le 9e film de toute manière, hein. Mais les explosions restent quand même très moches et il y a quelques fonds verts dégueulasses aussi. Et putain, mais ça m'énerve. Attendez, je reviens 2 secondes sur l'histoire. On met en place la méchante Cipher, jouée par Charlize Theron, sur 2 films, le 8 et le 9. Et là, elle arrive, la bouche en cœur, dans la maison de Dom pour demander de l'aide, parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Quoi faire? Putain, mais sérieux. Je veux passer. 8e place. En 8e position, le livre des solutions. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Ok, Michel Gondry, réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que je n'ai toujours pas vu. Et bien là, Michel Gondry est dans le flop de mon année. Aïe. Et non, j'ai pas du tout accroché, je suis désolé. Et pour une bonne raison, je n'aime pratiquement jamais les films où on suit un personnage principal qui est un connard, pas forcément le méchant de l'histoire, mais quand même un bon comportement de connard, et où on essaye de le montrer comme étant un gars attachant. Voilà, on essaye de le rendre attachant alors que c'est un connard. J'aime pas du tout ce genre de film. Voilà, je veux dire, à travers ce portrait touchant d'un homme qui se sent triste le matin et manipulé l'après-midi, Michel Gondry va loin dans l'autodérision. Citation d'un article de France Info Culture. Ok Michel, je veux bien que tu veuilles parler de tes traumas grâce à ton personnage principal joué par Pierre Ninet, mais sauf que c'est un immense connard quand même. Je suis désolé, je suis comme ça, je n'aime pas les films qui suivent un personnage antipathique comme personnage principal, un personnage antipathique qui ne fera rien pour changer son comportement du début jusqu'à la fin. C'est une merde infâme qui maltraite son équipe, qui pourrait se barrer dès les premières minutes, mais elle le fait pas. Ça m'a énervé, hein, bien sûr. Il va jusqu'à les faire craquer, il va les maltraiter un max, et j'ai l'impression que ce comportement n'est jamais remis en question, comme s'il pouvait se permettre des choses. On peut le laisser faire parce que il est pas bien dans sa tête, qu'il soit malade, qu'il ait des troubles psychiatriques, il n'a juste pas à être aussi horrible avec son entourage, ça ne donne pas de raison, ok? Je suis totalement resté en dehors, j'aime pas suivre des connards qu'on essaye de faire passer comme des figures tragiques, surtout quand on est bien abreuvé avec cette voix off constante de Pierre Ninet. Je suis désolé, je t'aime tellement Pierre, mais c'est tellement le pire rôle dans lequel je t'ai vu, je suis désolé. Bon allez, next, 7ème position, j'ai pas envie de parler de l'histoire, ça part en couille, j'arrive pas à suivre, je suis trop focalisé sur la douleur à force de fermer mon poing. Allez, 7ème position. En 7ème position, Mystère à Venise. Nous sommes de vieux amis. Tous les meurtriers ont de vieux amis. Personne ne sortira avant que je sache s'il est mort, tue les vivants. Oh là là là, oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit si bas. J'aime beaucoup le Crime de l'Orient Express, j'ai trouvé Mort sur le Nil passable, hein, merci Emma Mackey d'exister, mais là je suis resté confus. Hein. Alors, je fais rapide. Nouvelle d'Hercule Poirot, jouée et réalisée par Kenneth Branagh, et il enquête sur un meurtre survécu pendant une séance de spiritisme. C'est tout ce qu'il y a à savoir, parce que si vous voulez de l'horreur, eh ben, vous en aurez pas. J'aurais bien voulu justement que ça traite le dilemme entre paranormal et rationalité au sein d'une enquête. Alors, en termes de mise en scène, le premier était vraiment bon, Mort sur le Nil, il y avait quelques petits cafouillages, et celui-ci, bah y a plus rien, on montre la mort hors champ avec un jeu d'ombre, mais quoi? Koubé! Le film met du temps à démarrer, et quand il démarre, ben, on s'éclate pas énormément, vu qu'il y a aucune recherche d'indices, il y a que du blabla pas intéressant, avec des acteurs tous aussi expressifs qu'une pierre tombale, et surtout parce qu'on arrive à deviner l'identité du tueur à la moitié du film, et que la résolution de l'affaire, et la punition du meurtrier, ça se fait sur un Deus Ex Machina, mais tout pété! Et vraiment rien à dire d'autre, c'est juste pas bien du tout. Au revoir. En 6ème position, Expendables 4. T'as pas plus gros que ce truc? Oh, j'en ai un qui est bien plus gros. Bon, passer un massacre. Mais quelle horreur! Putain! Déjà que quand c'était juste une trilogie, la qualité était très discutable. Mais alors là,
On a atteint une sacrée performance. En termes de fond vert dégueulasse, certains étaient mieux foutus dans Quantumania, c'est vous dire. En termes de casting aussi, hein. Est-ce que vous savez, le personnage central des 3 films là précédents, joué par Sylvester Stallone, eh ben il apparaît qu'au début et dans le final. Ouais, je sais. Ensuite, on a remplacé Terry Crews par 50 Cent, mais qui n'a pas son charisme. Que dire sur Megan Fox, qui est absolument pas crédible, ni en tant qu'Expendables, ni en tant que nouvel amour de Chris Moss, hein, joué par Jason Statham, qui devient le perso central du film. Dans les précédents films, il était cool, il jouait avec ses couteaux et on l'aimait grâce à sa relation avec Stallone. Et là, il y a plus trop de couteaux et plus trop de Stallone, alors tout prend l'eau comme le bateau du climax. On regrettera aussi l'absence d'Arnold Schwarzenegger et de Bruce Willis. Et pour en revenir à Megan Fox, c'est vrai, j'aime pas cette actrice. Mais ça ne veut pas dire que je suis misogyne, hein. Son personnage ne fonctionne pas et n'intéresse aucunement le récit. Mais par contre, les gars, si vous vouliez avoir des meufs pour des Expendables, vous aviez Linda Hamilton, alias Sarah Connor, ou Sigourney Weaver, en tant que Ellen Ripley, hein. Je pense que ça aurait été des meilleures actrices pour incarner des Expendables. Ça aurait été super en plus de les revoir sur écran. Il y a certains effets sanglants, mais c'est très rare, et encore une fois, c'est souvent du sang rajouté en numérique, et comme toute la dose de numérique dans le film, bah, c'est pas beau à voir. Et encore une fois, pour un film d'action, c'est une vraie charcuterie en termes de découpage. Voilà, hein, c'est pas bien, c'est pas John Wick. Les précédents films avaient aussi un découpage épileptique pour donner une ambiance nerveuse, mais ici la mise en scène ne donne aucun soubresaut, aucune envie d'iconiser un personnage ou de travailler la photographie d'un plan et de son cadrage. C'est désespérant. La saga était déjà enterrée avec le 3e film pour moi, et là on descend jusqu'au niveau des enfers, alors que ça aurait pu être un très bon divertissement, hein, bourrin, nostalgique. Malheureusement, les vieux n'ont pas été à la hauteur. En 5e position, 65, La Terre d'avant. Cours! Séquence de lancement! Je suis fan de dinosaures, ce qui fait que toute mon enfance, mon adolescence et encore maintenant, je me nourris de séries, de documentaires et de films plus ou moins bons, plus ou moins réalistes. Jurassic Park est un de mes films préférés, Prehistory Park est une série incroyable qui a fait de ma vie, Terra Nova c'est sous-coté, et Nick Cutter c'était sympa. Et pour parler de choses plus récentes, La vie sur notre planète et Prehistoric Planet, c'est beaucoup trop bien, voilà comme documentaire. Et d'un autre côté, on a Jurassic World 3, Le Monde d'après, qui était de la sombre merde. Alors quand j'ai entendu dire qu'un film de dinosaures allait arriver début 2023 avec Adam Driver dans le premier rôle, j'étais euphorique, je voulais voir ça. Puis les premières images sont arrivées, puis le premier trailer, puis le film. Bah oui, bah alors parlons du scénario et des personnages. Adam Driver s'écrase donc sur Terre il y a 65 millions d'années dans un vaisseau qui portait des passagers et il n'y a qu'un seul survivant, une petite fille qui s'appelle Koa. Et bah tiens, d'ailleurs c'est le son de ma bouche quand j'ai vu le film se dérouler. Quoi ? Aucune alchimie entre les deux personnages qu'on est censé suivre pendant 1h30, alors que on est sur un scénar avec une énième relation père-fille qui va se développer, où on va d'un point A à un point B en croisant des dragons de Komodo. Quoi ? Oui, parlons des dinosaures. Alors, t'as 2 T-Rex, t'as 3 petits vélociraptors, t'as un oviraptor très peu éclairé dans une grotte, et c'est tout. Après, c'est que des lézards mutants, des hybrides entre un T-Rex et un dragon de Komodo. Ta menace, c'est une espèce qui n'existe pas. Quoi ? Et dis donc, votre faune et votre flore est sacrément bien pensée, hein? Vous avez pas remarqué un truc? Y a pas un seul herbivore dans le film. Pas un seul, pas un sauropode, pas un hadrosauridé, ni même un tricératops. Histoire, personnage, même les dinosaures. Rien n'est original. Bonne chance pour installer une ambiance de suspense. Seul bon point qu'il fait qu'il est 5e. La plupart des effets spéciaux sont corrects. Ça se voit que filmer presque toutes les attaques de gros dinosaures de nuit, c'était pour cacher le manque de budget, hein? Mais bon, ça reste une série B oubliable, anecdotique, et qui est un bon gros doigt d'honneur aux fans de dinosaures qui s'y connaissent un minimum, c'est-à-dire bien plus que les scénaristes. Voilà, allez, on va passer au numéro 4, quel est le film qui a loupé le coche aux portes du podium, qui remportera la médaille de chocolat des pires films de 2023? Réponse tout de suite. En 4e position, Vision. Vous récupérez facilement? Estelle! Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle? Personne t'aimera comme moi. Rien qui puisse vous perturber ou vous stresser? Un thriller français de 2 heures avec une bande-annonce énigmatique et par le réalisateur de Boîte Noire qui est l'un des meilleurs films de 2021. Ça annonçait quelque chose de vraiment fou et qui aurait pu devenir une très bonne expérience cinématographique si ça se trouve. C'est pas le cas. J'ai vraiment un gros problème de compréhension du film et par là je veux dire que je n'ai pas compris ce qu'il voulait raconter, ce qu'il voulait me transmettre comme émotion et comme message. Si tant est qu'il y ait un message bien sûr, hein. Un peu comme David Lynch, le film va soulever énormément de questions et plusieurs pistes à suivre mais ne répondra qu'à très peu d'entre elles.
fictionnel, perdant au passage le spectateur au cours de ces 2 longues heures qui s'étirent un max, sans que les personnages ne me provoquent un quelconque intérêt. Le triangle amoureux du film est vraiment très simple et le twist final semble déjà assez prévisible, mais on va essayer d'être énigmatique tout le long, tout en mélangeant des scènes de rêve et de fantasmes avec des scènes de la réalité. Problème, le montage qui mélange ces scènes et finalement tu te perds totalement, t'arrives plus à comprendre si tu es dans une vision ou dans la réalité. Alors oui, c'est peut-être le but du film, le but recherché, mais ça m'a plus décroché qu'autre chose. La seule bonne chose dans le film, c'est son travail sur la photographie et l'éclairage, mais sinon, même l'interprétation des acteurs ne sert absolument pas, ça ne sauve pas le film. Diane Kruger fait ce qu'elle peut, mais elle se plante. Mathieu Kassovitz tire la même gueule du début à la fin, c'est un énorme ratage. Pas totalement une purge, parce que ça reste regardable si c'est votre cam, mais moi je suis totalement resté indifférent. J'ai clairement pas apprécié ma séance, et je suis déçu que ça disparaisse de mon esprit comme l'un des pires films de l'année. Voilà, dommage. Yann Gosselin, va falloir rehausser un peu le niveau, s'il te plaît. Allez, c'est parti pour le podium, le fameux flop 3 qui a remporté la médaille de bronze du pire film de l'année 2023. C'est parti, let's go. Ça fait 40 minutes que vous attendez, let's go. En 3ème position, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Changez! Merci. De rien. De quoi parler quand on peut voler? Vous l'attendiez tous avec impatience, je le sais, je l'ai deviné. Et bien le voici, la fameuse comédie française, nouvelle adaptation des Gaulois qui résistent encore et toujours aux envahisseurs, bien qu'ils n'arrivent pas à résister à la médiocrité, la paresse, la merde, le caca. Astérix en live action est tombé dans une marmite de merde depuis Mission Cléopâtre. Je compte pas les 2 films d'animation de Louis Clichy et de Alexandre Astier qui sont géniaux. Mais bon, par quoi je commence moi? Déjà, en tant que comédie française, est-ce qu'on préférait pas plutôt s'enlever les ongles un par un plutôt que d'écouter le niveau des blagues du film, hein? Et vas-y qu'on ridiculise Astérix vegan, et vas-y que Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen, et vas-y que José Garcia a un drôle d'accent, et vas-y qu'on fout une tonne de caméos pour rien, hein? Ibrahimovic sous fond de We Will Rock You, Angel qui dit c'est oui ou bien c'est non, Orelsan qui parle de la Terre qui est ronde. Est-ce que vous avez compris les références, les Jones? Putain! Aucun plan n'est jamais vraiment travaillé en termes de mise en scène, ni en termes de photographie. Alors oui, la musique de M, on la retient un peu en sortant de la salle. Oui, Gilles Lelouch est bon en Obélix pour remplacer l'autre harceleur sexuel. Et oui, même si c'est rapide et qu'on sent que les coups ne sont pas du tout portés jusqu'au visage des Romains, la bataille de fin est sympa. Mais sinon, c'est abominable! C'est une horreur! Exactement comme vraiment la mise au point de cette caméra, putain. C'est abominable, c'est une horreur, c'est un calvaire. C'est bien en dessous d'Astérix aux Jeux Olympiques. Film pas bon du tout avec lequel j'ai grandi, donc au plus profond de moi, je respecte certains aspects du film. Mais oui, ça reste bien mieux que Au service de Sa Majesté, qui est une immense purgeasse, certainement un des pires films qui m'a été donné de voir. Quoi? Je suis vraiment en train de défendre vraiment l'Empire du Milieu là? Non. Putain. Le film où Laura Felpin joue une romaine féministe qui se fait envoyer balader, je dirais même ridiculiser, juste pour faire des blagues, et puis la seconde d'après, on cut sur autre chose et on n'en entend plus parler. Je nique les scénaristes de ce film de merde. Qui c'est qui a écrit ces dialogues de chiasse là? Ok, c'est plus compréhensible là. Bon, continuons, j'ai pas envie de rester plus longtemps là-dessus, tout le monde va avoir ce film dans les flops de l'année, d'autres que moi vont pouvoir bien plus en parler. Next, le flop 2 qui a remporté la médaille d'argent du pire film 2023, c'est parti. En 2ème position, 3 jours max. Vas-y, fonds! Attention, ma mère! Ils ont tué mon Francis! Eh merde, il est pas mort le vioc. Il serait temps que la bande à Fifi voit un peu plus grand que pipi, caca et bite dans vagin. J'aime bien les films de Philippe Lachaud, à l'exception de Super Héros malgré lui, Alibi.com 1 et Babysitting 2. Tariq Boudali, c'est plus compliqué, hein. Épouse-moi mon pote était risible, 30 jours max était absurde et ça pouvait passer, mais là, mon dieu, mais j'ai atteint un niveau abyssal, hein. Côté technique, parce qu'il faut parler de cinéma, si tant est qu'il y en ait du cinéma là-dedans, c'est justement le problème, il n'y en a pas, aucune intention dans la mise en scène, dans la photographie. Le film est un total repompage de Mission Impossible, le 4ème notamment, avec cette séquence sur une des tours de Dubaï. Et vous reprendrez un peu de subtilité. Ah oui, merci de nous dévoiler tes références. Est-ce que tu as vu la façon
façon dont Tarek Boudali se tient à la barre pour tenir l'hélicoptère d'une autre main, c'est Captain America ou... Et est-ce que t'as remarqué qu'Elodie Fontan, elle court en mode T-1000 pendant tout le film? LOL. Bon, et les blagues, elles sont à quel niveau déjà? Les personnages ne servent à rien. Philippe Lachaud se balade dans le décor en se faisant passer par David Guetta. Julien Arruti et... on s'en fout. Et Tarek va sauver sa grand-mère en trouvant 3 émeraudes magiques. Oh putain, mais on n'est pas dans Nicky Larson, merde. 3 jours max est une purgeasse, avec les mêmes clichés et les mêmes gags lourdingues, les références à des films d'action qu'on parodie avec une subtilité sans pareil, les mêmes personnages stéréotypés et qu'on croise tout le temps dans la filmo de la bande à Fifi. Vraiment, j'y n'y arrive plus. Ah, voilà, il y a quelques années, on se disait que la bande nous offrirait un renouveau de la comédie française, et aujourd'hui, faut les placer dans les pires films français de l'année, aux côtés des comédies françaises racistes. Ça me fait chier. Philippe Lachaud prépare d'ailleurs un remake du film Marsupilami pour 2026. Voilà, j'aime bien Marsupilami, j'arrêtais pas de regarder les dessins animés quand j'étais petit, alors il a intérêt à pas se louper. Bon, de toute façon, ce sera forcément moins bon sans Lambert Wilson qui danse sur du Céline Dion, je suis désolé. Ah, le flop 1. Allez, c'est bon, on y va, allez, let's go. Qui a remporté la médaille d'or du pire film de 2023. Vous allez être surpris, parce que, en fait, il y a 2 gagnants. Regardez. En première position, ex aequo, Vaincre ou mourir. Crevez vos chevaux, mais capturez Charrette. Et Sound of Freedom. Ce boulot, il vous brise en morceaux. Et là, j'ai une petite chance de pouvoir me reconstruire. Quand c'est Dieu qui donne les ordres. Je ne pouvais pas les départager, et ce pour plusieurs raisons. Rappelez-vous, en 2020, j'avais élu pire film de l'année Unplanned, le film de propagande évangéliste anti-avortement qui avait été diffusé par Bolloré sur C8 en heure de grande audience. Et en 2023, on a eu notre lot de films de propagande aussi qui promouvaient des messages contraires aux valeurs que je défends. Et donc voilà, les 2 sont ici. Déjà, on va commencer par Sound of Freedom, qui est déjà beaucoup plus récent. Le film est distribué par la boîte Sage Distribution, qui est spécialisée dans les films chrétiens, donc de propagande évangéliste, au même titre que Unplanned. Et je vous encourage à voir le Fermela de Michael J sur le sujet. Sound of Freedom a été un succès en salle aux États-Unis. Les gens se sont posé des questions forcément, et il fallait nuancer les recettes du film en raison de suspicions de salles vides. Et effectivement, il s'avère que Angel Studios, producteur et distributeur aux US du film, aurait invité des gens à acheter en masse des billets avant sa sortie, dans le but de les proposer gratuitement à des spectateurs aux revenus modestes sur un site internet prévu à cet effet. Donc, des séances de Sound of Freedom, censées être complètes, comptaient en fait de très nombreux fauteuils vides, vu que les places achetées et mises à disposition n'avaient pas trouvé preneur. Au-delà de la controverse des tickets de cinéma, une autre polémique est arrivée avec les accusations de complotisme. Apparemment, ce film ne véhicule aucune théorie du complot, mais le sujet du film sensible, c'est le trafic d'enfants. Et ça a été un étendard pour toute la sphère conspirationniste du groupe QAnon. QAnon, c'est un mouvement conspirationniste qui croit qu'un groupe d'élite sataniste mené par des juifs à la tête d'un trafic d'enfants et d'un réseau de pédocriminalité tente de prendre le contrôle de la politique et des médias américains. En fait, QAnon utilise la pédocriminalité pour nourrir une haine envers les institutions démocratiques. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que l'acteur principal et le producteur adhèrent à ces théories. Et par ailleurs, une partie de l'extrême droite américaine a fait de la récupération politique avec ce film, et le producteur est allé défendre son film sur tous les médias pro-Trump. Oh, et d'ailleurs, le producteur de ce film, qui dénonce le trafic d'êtres humains, est accusé d'avoir touché les seins d'une fille mineure qui a fait partie d'un trafic d'enfants. Et vous savez aussi qui est lié au film et qui est proche de Trump? Le gars dont est inspiré le personnage principal du film. Et ce gars, il est aussi accusé par 7 femmes de harcèlement et de chantage sexuel. Oh, et bien que le film montre la réalité du trafic d'enfants dans le monde, il prend des libertés et déforme la réalité pour des besoins cinématographiques et va mentir sur les chiffres, sur le nombre de personnes victimes de l'esclavage moderne. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas tout raconté pour ce qui est des polémiques du film, mais sinon, voilà, trop de polémiques, trop de politique, tu vois. Et nous avons ensuite le cas Vaincre ou mourir. Alors pour le contexte, c'est un film distribué par Sage Distribution, on y revient, donc déjà ça sent le roussi, et c'est le premier film produit par Le Puy du Fou. Et qui est en charge du Puy du Fou?
Philippe de Villiers, un vieux gars d'extrême droite catholique qu'on voit de temps en temps sur CNews, et pour couronner le tout, le film est soutenu par Canal+ et Studio Canal, et donc par Vincent Bolloré, un industriel, milliardaire, d'extrême droite, catholique, traditionnaliste. On en a entendu parler avec le complément d'enquête sur Hanouna. Quel bonheur, hein. Bon, le film parle de la guerre de Vendée, et le parti pris du film est donc de parler de la résistance catholique menée par le général Charette face aux républicains vus comme des fous sanguinaires. Saupoudrez ça d'un discours royaliste et laissez mijoter votre héros dans cette histoire où il sera présenté comme un martyr christique alors que le gars a juste envoyé au casse-pipe des milliers de paysans. Mais on s'en fout, ils ont défendu les bonnes vieilles valeurs de la France. Nique les gauchos et marre du grand remplacement. Rendons donc hommage à ces Vendéens morts pendant la guerre pour notre travail, notre famille et notre patrie. Voilà pourquoi ce film est donc pire film de l'année. Pourquoi ces deux films occupent la place de pire film de 2023? On pourrait parler cinéma, on pourrait parler mise en scène et photographie, on pourrait parler scénario et musique, acteurs et personnages, mais non. Non, le contexte de production suffit. Je ne comprends pas l'existence de ces films qui déforment l'histoire pour arranger les complotistes d'extrême droite et les valeurs des cathos. Mais je ne pouvais pas ne pas en parler, parce que ne pas en parler, ce serait ignorer que ce problème existe, ce serait être dans le déni, ce serait en quelque sorte accepter la présence de ces films, même si je ne vais pas les voir. Non, 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 je refuse qu'on laisse une place à l'extrême droite et à leur discours face à des spectateurs qui ne pourraient pas être au courant de ce que représente le film à la base. Je boycotte presque jamais les films d'habitude. Oui, un film c'est le travail de centaines de personnes. Oui, certains films mis en scène ou qui portent un casting des personnes problématiques ont le droit d'exister et c'est aux spectateurs de faire le choix moral de ne pas aller les soutenir. Cette année par exemple, j'ai pris la décision de voir Jeanne du Barry, réalisé par Mewen et avec Johnny Depp, malgré toutes les casseroles qu'ils ont au cul. Et dans la même lignée, j'ai vu le dernier film de Luc Besson, alors que je soutiens absolument pas ses agissements. Cependant, pour les cas de Vaincre ou Mourir et Sound of Freedom, leur existence, même leur idée de départ, elle-même est problématique. C'est une vision comme une autre, a-t-elle le mérite d'exister? Si c'est pour dénaturer l'histoire et la remodeler pour arranger leur pensée réac, non. Je refuse qu'on laisse passer ça, et je refuse qu'on ne dise pas que c'est un problème. Au cinéma ou à la télévision, ce genre de contenu ne devrait pas exister. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo flop film 2023. J'espère que mon flop vous aura plu et correspondra plus ou moins à ce que vous pensez être les pires films de l'année. Si vous avez vu un film que vous avez trouvé mauvais et qui ne se trouve pas dans cette vidéo, dites-vous que soit je ne l'ai pas vu, soit il est dans la vidéo des top films 2023. Mais si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir en devenant membre soutien de cette chaîne en souscrivant à un abonnement. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne année à tous. On se retrouve l'année prochaine pour classer les films de 2024. On est reparti pour une nouvelle année de cinéma, en salle ou sur plateforme. En tout cas, pour vous et moi, c'est une fin de tournage. Coupé. Voilà. Et dans la prochaine vidéo, j'espère que la mise au point de ma caméra marchera mieux. Voilà. Allez, bon, moi je vais enlever ce petit costume vraiment très stylé. Et puis, au revoir. Au revoir. Bon mois de mars à tous. Chaud. Arrêtez, Jean, c'est fini. Remboursez nos invitations. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Enfin, ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.